Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air. Au programme aujourd'hui, nous allons revenir sur le mois de novembre du club et très précisément sur les phases finales de la Leaders Cup, la victoire contre Denain en quart de finale et la défaite aux portes de cette même finale contre Quimper. On va revenir effectivement en détail sur les deux rencontres avec mes deux chroniqueurs du jour habitués du podcast. Et à ma droite, Antoine. Salut Antoine. Salut Flavien, salut l'autre chroniqueur. Je vais pas spoiler comme la dernière fois. Comment ça va ? Ça va très très bien. Et effectivement, l'autre chroniqueur, on ne spoil pas, mais on va quand même dire son nom. Salut Lilian. Salut Flavien, salut Antoine. Ravi de ne pas avoir été spoilé cette fois-ci. Avant de démarrer, on vous rappelle évidemment que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, @ParisB-8OnAir, sur Facebook, Paris Basketball On Air. Évidemment, vous pouvez aussi retrouver l'actualité du club sur notre site parisbasketball-onair.fr et nos émissions sur toutes les plateformes d'écoute, YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et SoundCloud. Messieurs, on passe tout de suite dans le vif du sujet. Paris Basketball On Air, saison 2, épisode 5, let's go. Yo yo yo, ici c'est ton bouc d'Andiguel pour Paris Basketball En Air. C'est là que ça se passe si tu veux l'actu, cousin. Si. On débute cette émission avec le quart de finale entre Paris et Denain. On rappelle, la LNB a dû remodeler son calendrier et faire jouer la suite de la compétition en novembre. Les Parisiens, après une défaite assez anecdotique à Évreux, pour boucler la phase de poule, ont hérité des nordistes pour une place en demi-finale. Un match à huis clos à l'Al Carpentier et une victoire 89-80 des hommes de Jean-Christophe Rath. Alors, premier point que je souhaite aborder avec vous, messieurs, c'est l'entame de match du Paris Basketball. Denain qui a très vite mis la pression sur Paris et qui a mené à la fin du premier quart-temps 16-23. Qu'est-ce qui a provoqué pour vous ce retard à l'allumage ? Bon, c'est peut-être le manque de rythme des Parisiens. On sait que les derniers matchs ont quand même été assez espacés entre le seul match de Pro B qu'on a joué et le dernier match de poule face à Évreux. Donc il y avait une dizaine de jours entre chacun de ces matchs, donc il y a peut-être eu une différence de rythme, mais on a été surpris parce que Paris, sur les quelques matchs qu'on avait vus du début de la saison, nous avait habitués à mieux débuter ces matchs, contrairement à la saison dernière, donc c'était un peu étonnant. Mais on pouvait mettre cette absence de rythme. C'est vrai qu'on semblait... Il y a aussi le huis clos qui a joué certainement. On sentait les joueurs un peu déboussolés par justement le silence ambiant. Donc le manque de rythme et le huis clos, je pense, participaient à ce début de match un peu compliqué où les pertes de balles sont multipliées. Les systèmes n'ont pas forcément été très bien aboutis au début. Donc je vais mettre le début de match, on va dire, entre guillemets, raté des Parisiens parce qu'ils sont après bien rattrapés. Et Antoine, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce premier carton des Parisiens ? On les a vus notamment assez en difficulté à l'intérieur. Oui, vraiment difficulté à l'intérieur parce qu'en face, il y a une grosse domination dans la raquette et Zata qui joue bien au large via des pick and pop et KMB qui a un intérieur assez technique. Ça a vraiment surpris Kamagaté notamment, et puis après qui va se reprendre, on va en parler. Et c'est aussi cet acharnement qu'avaient les Parisiens à justement rentrer à l'intérieur là où ça marchait pas. On a vu beaucoup de fois Nobel, beaucoup de fois Gauthier Denis rentrer à l'intérieur pour essayer de scorer, d'obtenir une faute. Et ça marchait pas, il y avait beaucoup plus d'intensité du côté des nordistes, même s'ils étaient diminués, parce qu'il y avait beaucoup de joueurs absents en raison du coronavirus. Et pour après, ça s'est remis sur des bons rails, mais ça a vraiment mal débuté. Ouais, est-ce que aussi, tu le disais, Lilian, le huis clos, peut-être la configuration de la salle un peu spéciale pour l'événement qui a peut-être pu déstabiliser, en tout cas, sur le début, le Paris Basketball. Ouais, c'est ça, il y a l'environnement qui a un tout petit peu changé, et au final, Denain est venu avec le couteau entre les dents. Ils sont venus avec un effectif réduit, donc ils se sont dit qu'il fallait débuter tambour battant, et notamment en ferraillant à l'intérieur, là où c'est les grosses forces de cette équipe. Donc c'est ce qu'ils ont fait, et Paris a su inverser la tendance au fil du match à l'intérieur, mais c'est aussi surtout parce qu'il y a eu une crise d'adresse vers la fin de la première mi-temps qui a surtout permis aux Parisiens de leur permettre de recoller, et c'est ça qui a après permis aux Parisiens de se lancer pour la seconde période et réussir au final à dominer Denain. Justement, tu parles de la fin de première mi-temps, notamment ce deuxième quart-temps où Paris est vraiment revenu dans sa rencontre. On a vu aussi que ça a commencé un peu la tendance à l'intérieur commençait un peu à se changer de côté. Pour vous, est-ce que ça a été déjà dominant sur la première mi-temps ou qu'est-ce qui vraiment été marquant pour que Paris puisse revenir à hauteur ? La fatigue des Donésiens qui s'est vraiment fait ressentir de plus en plus, la montée en puissance de Kamagaté qui a poussé KMB et Zata encore une fois à provoquer des fautes. KMB il fait 5 fautes, donc c'est fini, et Zata il en provoque 4, donc dans les rotations, Il en fait 4. Il en fait 4, il en fait 4 pardon, il en provoque pas 4. Et ça a bousculé les rotations de Rémi Valin qui a eu beaucoup de mal à faire tourner son équipe, sachant qu'en plus à la main il n'y avait que Armand Mansa qui pouvait créer. Donc une équipe qui se fatigue, une équipe qui n'arrive plus qui se remet pas du tout en question offensivement face à une défense parisienne qui se durcit.
Donc au final, comme l'a dit Lilian, il y a une flopée de ratés du côté de Denain et Paris a été beaucoup plus efficace collectivement. Ouais, Armand Mensah, tu le disais, qui était titulaire, qui est normalement le troisième meneur de cette équipe, qui à la mi-temps avait déjà perdu 7 ballons. Lilian, est-ce que justement cet axe sur ce meneur, la manière dont Paris a défendu sur lui déjà en première mi-temps et même après, est-ce que ça a été vraiment un point clé pour gagner ce match? Bah oui, évidemment, et ça a poussé Denain à jouer sur ses forces qui étaient sur le secteur intérieur, avec notamment Skara qui sort un énorme match, mais en plus, il le savait Paris, donc du coup, ils lui ont mis une énorme pression, ils faisaient de la presse tout-terrain sur quasiment toutes les possessions, et c'est sûr, quand t'as un meneur qui n'a pas l'habitude d'avoir autant de minutes, jouer quasiment 30 minutes et avoir une telle pression sur un match à enjeu, en plus, c'était pas n'importe quel match, c'était pas forcément un match de championnat anecdotique, donc c'était pas évident, et après, on va en parler, mais sur la seconde mi-temps, Paris a vraiment appuyé sur l'intérieur et a repris l'avantage dans ce secteur. Justement, tu parles de l'intérieur, mais c'est vraiment ce qui a permis à Paris de faire la différence en deuxième mi-temps. Oui, clairement, Kamagaté était incroyable et Dustin Sleva aussi, qui a inscrit 11 de ses 14 points dans la rencontre en seconde mi-temps. Que des points, ce soit à mi-distance ou en tenant des fautes et en concluant par des lancers francs. Ouais, Ismaël Kamagaté, vraiment, pour le coup, qui a été élu homme du match assez facilement avec 15 points et 9 rebonds, mais notamment, il était à 2 points et 2 rebonds à la mi-temps. C'est vraiment un gros réveil qui montre aussi le changement dans cette tendance entre la capacité à être fort à l'intérieur côté Paris. Et puis on a vraiment senti que c'était une directive du coach de vraiment appuyer à l'intérieur, que ce soit Sleva avec ses post-up, que ce soit même Nobel qui a provoqué 6 fautes je crois dans le troisième quart-temps, qui faisait uniquement driver, qui n'a pris aucun shoot mais qui ne faisait que driver et du coup pouvait aller sur la ligne, et tous ces efforts répétés vers l'intérieur, et après sur la fin du troisième quart-temps et également sur le début du quatrième quart, ça a libéré de gros espaces et Paris a vraiment pu se détacher à ce moment-là en obtenant des tirs extérieurs. Et ils les ont mis, notamment par Ezzedine, notamment par Gauthier Denis, qui a une belle réussite sur le match. Donc vraiment un plan de jeu bien respecté. Et puis le fait, comme on l'a dit, ça a fatigué Denain. Et en plus d'avoir déjà des problèmes de faute, tout ça a concouru au fait que Paris se détache en début de quatrième quart-temps. Ouais, Paris qui a tiré 29 lancers francs sur la rencontre. Ce qui montre aussi déjà le côté parisien, cette capacité à aller chercher des fautes, mais aussi côté Denain, du coup, ce problème à défendre en fait sur les Parisiens tout au long de la rencontre. Petit à petit, ils sont enlisés et ils avaient plus de solution pour tenir face à Paris. Non, t'as bien un petit David Skara qui a été bon dans la rencontre, qui essayait de se battre, mais comme l'a dit Jean-Christophe Prat, c'est un joueur qui joue pour lui. On sentait le Croate vraiment frustré. En plus, quand on a huis clos, on l'entend. Le joueur, il râlait. Il obtenait pas mal de fautes, il obtenait pas mal de lancers. Il avait son tir mi-distance qui était assez redoutable. Mais il était beaucoup trop seul, on peut le voir même après. En termes de spacing, Denain, c'est 5 sur 21 à 3 points, donc il n'y avait vraiment aucune solution. Et même quand il y en avait une petite, ça rentrait plus, quoi. Et tu l'as noté, Flavien, il y a 29 lancers francs, mais surtout il y en a 23 inscrits. Et on va voir que par rapport à la suite, c'est ce qui fait la différence. Face à Denain, Paris a mis ses lancers francs et ça a fait la différence. Ouais, donc clairement, on n'a pas vu forcément Paris vraiment prendre le large dans cette rencontre. C'est ça que j'ai noté. C'est au fur et à mesure, c'était un travail. Ça s'est fait au fur et à mesure, mais même à les 5 minutes de la fin du match, on n'était pas persuadé que Paris allait l'emporter. Et c'était peut-être ça aussi qui montrait que Denain était quand même un adversaire redoutable à affronter ce jour-là. Eh bien, messieurs, on va enchaîner avec la demi-finale contre Quimper, un match au sommet qui s'est joué en Bretagne dans une salle qui n'a pas connu la défaite depuis septembre 2019. Alors ça vous montre un peu l'exploit qui attendait le Paris Basketball, et cet exploit, les Parisiens n'ont pas pu le faire. Ils se sont inclinés 89-80, comme le score d'ailleurs du quart de finale. Alors moi, le premier thème que j'ai noté sur cette rencontre, c'est le match très compliqué qu'ont passé les guards du Paris Basketball. Alors je vous donne ça à l'appel, mais Barbic 6 d'évaluation, Franceschi 7, Bégarin 2 et Denis moins 7, alors on va en parler. Alors messieurs, pour vous, à quel point leurs difficultés ont pesé en fait dans la rencontre, à quel point ça a compté dans cette demi-finale? Peut-être pour aborder juste le match sur un point assez général, c'est que c'était assez drôle parce que c'était vraiment le match assez opposé face à Denain, où là Paris a très bien débuté pour le coup, alors que c'était à l'extérieur, que c'est pas forcément évident, mais Paris a vraiment mis sous pression Quimper, avec notamment, je sais pas ce que vous en pensez, mais une défense tout-terrain que j'ai rarement vue, qui était vraiment très pressante. Oui. Paris a vraiment pris des options. Très efficace aussi. Et très efficace. C'est pour ça que Paris débute bien. Il y a eu de nombreuses interceptions.
qui ont donné du jus rapide. Et bon, Paris a aussi eu de la réussite au début, c'est ce qui a conduit au bon début de match. Mais ouais, comme tu l'as dit, sur ce match-là, c'est surtout les arrières qui ont souffert. Il y a Milan fait un bon début, je trouve, mais après tout le monde souffre, que ce soit dans l'adresse, dans le fait d'essayer de se créer des tirs, même rien que dans la mise en place des systèmes sur demi-terrain, c'était très compliqué quand Quimper a commencé à mettre sa défense en place, notamment à partir du second quart-temps. Ouais, on a vu surtout en début de match les intérieurs de Paris, notamment Sleva et Kamagaté, et même d'ailleurs Nobel Bungolo, un trio qui avait marqué, je crois, les 22 ou 24 premiers points du Paris Basketball, qui faisait vraiment les 24 premiers points du Paris Basketball, qui faisait vraiment un gros travail. Oui, un très gros travail. Ismaël Kamagaté est parti sur une soirée record sur les mêmes dispositions qu'il a eu contre Denain. Il a vraiment dominé cette raquette. Nobel était beaucoup plus adroit. Il sentait que le scoring était beaucoup plus pour lui sur ce match que contre Denain. Et il était très dans le 1 contre 1 sur ce match. Oui. Il se sentait très en confiance pour prendre ses match-ups et y aller jusqu'au bout. C'était le Nobel dont on avait besoin, un match de play-off avec Enfin, on attendait beaucoup de lui parce que c'est ce genre de joueur qui te fait gagner des gros matchs à haut niveau, puisque on regarde un peu Gauthier Denis, pas beaucoup d'expérience, Barbic, pas beaucoup d'expérience, Bégarin, pas beaucoup d'expérience. Je parle de ces matchs de play-off comme nous a vendu Jean-Christophe Prat, Flav, et au final on voit que ça n'a pas été concluant, alors qu'au final un Nobel qui a vraiment beaucoup d'expérience, il a beaucoup apporté, puis à l'intérieur les systèmes étaient beaucoup mieux mis en place que sur les externes. Je vois Bégarin qui a eu beaucoup de mal à se créer ses shoots, ou alors quand il en avait un d'ouvert, ça rentrait pas non plus. Et puis pour ces joueurs-là, on a vu des choses assez inhabituelles. On a vu par exemple Kevin Franceschi qui n'arrivait pas du tout à trouver le chemin du cercle, alors que c'est normalement son point fort. Il y a Gauthier Denis qui perd un moment en première mi-temps 2 ballons, c'est assez inhabituel. Un moment sur un dribble, il se dribble même sur le pied. Un moment, Juan Bégarin, on lui siffle un marché. Enfin, on a vraiment senti Quimper a mis une pression sur les arrières parisiens et qu'ils n'ont pas réussi à s'en sortir même au fil du match. Non, on a surtout senti du coup qu'en attaque c'était compliqué, et justement est-ce que du coup pour vous ça a été le point clé en fait, ce duel entre la défense quimpéroise et l'attaque parisienne? Ouais, clairement. Moi je pense que c'est surtout le point clé. Dans le deuxième quart-temps, l'écart ne se fait pas vraiment à la mi-temps, mais on sent que ce deuxième quart-temps a fait très mal aux Parisiens dans la tête, qui ont marqué, je crois, un panier. Ils marquent un panier, c'est ça. Panier, à 2 secondes de la fin, c'est Bégarin. Le reste, c'est des lancers francs, et ça a fait très très mal. Autant en début de match, on a pu compter, on l'a dit, sur les qualités de 1 contre 1 de Nobel. Après, c'était très compliqué pour se prendre un tir. Moi, je note surtout que c'est l'entrée de Jim Rabaille à Quimper qui a fait, pour moi, totalement la différence en défense, qui pouvait mieux switcher, mieux suivre notamment les intérieurs de Paris, que par exemple le Jamaïcain Ryan Reid qui est plus sur du scoring. Mais c'est vraiment ce cas. Au final, il n'y a pas beaucoup d'écart à la mi-temps, mais on sent que vraiment les Parisiens se disent que la tâche va être dure. Et comme tu l'as dit, en plus Quimper qui n'avait pas perdu dans sa salle depuis plus d'1 an, la tâche s'annonçait ardue. Ouais, et du coup ça explique un peu les problèmes, notamment au niveau statistique, que les Parisiens ont eu quand on fait le comparatif. 40% au tir sur le match, 26% à 3 points, 66% en lancers francs, c'est très très faible, et c'est des standards qui sont assez rares du côté du Paris Basketball. Oui, Paris Basketball provoque beaucoup de fautes, obtient beaucoup de lancers et les rentre assez facilement normalement. On l'a vu contre Denain, et comme l'a dit Lilian, ça s'est pas répété contre Quimper. Alors après, les lancers francs, je trouve que c'est vraiment des fois ce qui montre que Paris est dans sa rencontre ou pas. On a souvent quand les soirs où ça va pas trop pour Paris, on sent que sur la ligne de lancers francs c'est compliqué, notamment pour par exemple Juan Bégarin qui est assez irrégulier dans l'exercice. Bon, Ismaël Kamagaté, on peut encore le comprendre, c'est un pivot, donc on va encore lui pardonner certaines fois où il se trouve au lancer franc, mais c'est un peu la constante de Paris. Si Paris va bien au lancer franc, et bien souvent ça se passe bien pour l'issue finale du match. Après, c'est surtout la jeunesse qui n'a pas rentré ses lancers, parce que Nobel il les rentre quasiment tous. Nobel il est à 11 sur 13. Alors je vous trouve très difficile avec Kamagaté qui est à 7 sur 9, ce qui je pense est de loin sa meilleure marque au lancer franc. Mais c'est vrai que derrière on a vu les Parisiens en difficulté. Voilà, John Bégarin 1 sur 6 sur lancer franc, Milan Barbic 1 sur 4, qui sont clairement des lancers qui font presque perdre la rencontre pour Paris. Ah clairement, à un moment il y a on en parlait en off tout à l'heure, à un moment dans le deuxième quart-temps, Quimper mène 33-30, Paris a 2 possessions de suite, et il loupe 4 lancers francs d'affilée, et tu te dis que si au moins t'en mets 3, tu reviens à égalité, et ça change. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'à la mi-temps,
vraiment, j'ai senti les Parisiens un peu baisser la tête et se dire que ça allait être vraiment dur parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui souriait après ce premier quart-temps qui était plutôt prolifique. Et même après, dans le troisième quart ou même dans le quatrième, d'ailleurs, Paris a quand même des opportunités pour revenir, ne serait-ce qu'à -5, -6. Et on voit des lancers francs ratés. Et derrière, quand même, Quimper qui a de la grosse réussite avec des tirs qui viennent, comme le buzzer à la fin du troisième quart-temps de Charlie Pontins, qui fait vraiment, je pense, quasiment, enfin, qui finit un peu les Parisiens déjà, alors qu'il restait encore 10 minutes. Mentalement, ça les a sûrement achevés. C'est dommage parce qu'il y a toujours eu ces occasions de revenir, mais on sentait qu'il manquait cette petite flamme en fait qui n'est jamais apparue, et au final on a l'impression que les Parisiens à la fin attendaient la fin du match. Et ce qui est d'autant plus frustrant, c'est qu'on n'avait pas forcément l'impression que Quimper jouait très bien lors des 3 premiers quarts-temps. Tu l'as dit, Flavien, ils ont mis des gros shoots à la fin, mais au final pendant le reste du match, on les a pas forcément sentis nécessairement au-dessus de Paris. Ils ont pris l'ascendant en défense, mais offensivement c'était pas non plus aussi flamboyant qu'on pouvait l'attendre quand tu as des joueurs comme David Jackson ou comme leur meneur lituanien qui est arrivé cette année, qui était très fort sur ce match, j'ai trouvé. Donc franchement, il y a des regrets pour Paris à avoir sur ce match. Ouais, après Quimper, quand même beaucoup d'adresses, 50% au tir, 45% à 3 points à 7 sur 15 et 16 sur 17 au lancer franc. La recette, elle est là pour les Quimpérois pour avoir pris l'avantage. Enfin, je voulais vous poser cette question sur cette rencontre. Pour vous, est-ce que c'est Paris qui a laissé vraiment passer sa chance en fait sur le match, ou est-ce que vraiment c'est Quimper qui mérite amplement sa victoire? Est-ce que c'est le grand gagnant c'est Quimper, ou est-ce que le grand perdant c'est Paris? J'aurais tendance à dire que le grand perdant c'est Paris quand on voit le début de rencontre en fait. Même si Quimper est invaincu depuis plus d'1 an dans sa salle, tu voyais il y avait les possibilités, tu les avais en début de rencontre. Pourquoi t'as pas continué là-dessus, ou pourquoi juste tu ne t'es pas renouvelé quand tu as vu que Quimper s'adaptait à ton jeu offensif? C'est surtout ça qui est très frustrant du côté parisien. Après, de ce genre de défaite, on apprend toujours. C'est encore plus frustrant quand on sait que Jean-Christophe Prat ne découvrira pas encore la finale de la Leaders Cup cette année. Lilian, toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je suis sur la même ligne qu'Antoine. C'est difficile d'avoir une seule réponse. Après, ça aurait été quand même un exploit si Paris gagnait. On se serait pas caché qu'ils seraient qualifiés en finale. Au final, avec cette Leaders Cup remodelée, où c'était par rapport au classement, ceux qui recevaient, on a bien vu, il y a seulement Nancy qui a gagné une fois qui a gagné à l'extérieur sur tout l'ensemble de la compétition et des matchs. Donc c'était vraiment très dur. Et puis voilà, ouais. Ce que je regarde, c'est que Paris n'était pas assez proche assez longtemps dans le match. On était à 8-9 points. On se dit, c'est possible, il suffit d'en mettre quelques-uns. Mais au final, quand tu voyais la réussite que tu avais, tu te disais quand même que c'était très compliqué. Juste dommage qu'on ne soit pas resté plus longtemps autour des 5-6 points qui te donnent un espoir en quelques possessions. Tu peux revenir. Là, Paris a souvent été assez loin, et donc les espoirs de revenir étaient quand même assez minces. Globalement, c'est les lancers francs qui font perdre la rencontre. On le disait, 24 sur 36 tentatives. On est à tout simplement 12 points gâchés. 12 points gâchés qui auraient pu, si on fait un calcul mathématique tout bête, donner la victoire aux Parisiens. Ça, et même t'en convertis 25% de plus, t'es seulement à 3 points, quoi. T'es à une possession, donc ça... Franchement, je pense que ça a une grosse incidence sur le match. On va pouvoir passer au bilan individuel des phases finales. Chacun de nous a choisi un joueur sur lequel on voulait parler un petit peu sur le quart de finale et la demi-finale. On va commencer avec toi, Lilian. Tu as certainement pris, je pense, le meilleur joueur côté Paris, c'est Ismaël Kamagaté. C'est bien ça, on en a déjà beaucoup parlé. Ismaël parle pas beaucoup, mais nous on en parle beaucoup en tout cas. Non, je l'ai choisi parce qu'en fait, je trouve que vraiment avec cette Leaders Cup, il a prouvé que cette année, maintenant, il faudra attendre un rôle important en tout cas à Paris. On avait déjà vu sur les premiers matchs de la saison qu'on a vu, on s'est dit il prend bien son rôle après le départ de Florimond, mais il fallait quand même attendre confirmation parce qu'il n'a que 19 ans, il fallait attendre un plus gros échantillon, et pour moi, même s'il ne pèse pas entièrement, que ce soit dans les victoires ou dans les défaites, il pourrait peser plus dans l'issue finale. Mais je trouve que c'est déjà très bien pour ce joueur-là d'avoir l'impact qu'il a, d'avoir sa régularité, de maintenant tourner quasiment en double-double de moyenne. Donc je trouve ça très positif. Et Antoine, d'ailleurs, lui avait dédié un article sur notre site. Donc ça montre bien qu'il est en pleine montée en puissance. Et donc c'est très positif pour lui. Après, on fait beaucoup d'éloges, mais il y a encore beaucoup de choses à bosser. Notamment, c'est quand même un intérieur qui perd beaucoup de ballons. Ouais. Alors, il y en a certaines qui sont un peu vaches, on va dire, parce que ça vient de rebonds offensifs qui captent pas forcément bien. Mais il y a quand même des fois où il a les mains pas forcément assez sûres. Et justement, également, pour parler de ses mains, il faut qu'il gagne
petit peu en toucher de balle. C'est déjà pas mal sur les lancers francs, tu l'as dit. Et maintenant, il faut qu'il soit un petit peu plus efficient près du cercle sur des hook shots ou juste sur des lay-ups pour que vraiment il devienne très très efficace et très très embêtant pour les futures défenses de Pro B. Antoine, je sais pas ce que t'en penses. Moi, je trouve notamment sur son match face à Quimper, où c'est peut-être le premier match de la saison où de la première minute à la dernière minute, il a été efficace et voir le meilleur joueur parisien sur le terrain. Et personnellement, j'ai senti que si Kamagaté n'était pas là, Paris aurait pris une rousse ce soir-là. T'as entièrement raison. C'est vrai que d'habitude, on a eu tendance à dire beaucoup que Kamagaté avait du mal à démarrer ses rencontres. On utilisait le terme de diesel parce qu'il fallait qu'il se réveille, qu'il se mette dans le match. Là, totalement, il a dominé la raquette de A à Z d'un double-double vraiment sérieux, comme il sait les faire depuis le début de saison. Il dissuade de plus en plus. Je trouve que ses choix offensifs ils sont de plus en plus intéressants, de plus en plus réfléchis. On voit quelqu'un qui est très calme et qui bosse beaucoup à l'entraînement, comme il l'avait dit en début de saison. Il savait où il devait travailler. Et on voit que ces petits aspects, ils progressent de plus en plus. Et contre Quimper, ça s'est bien ressenti, malgré une raquette en face assez solide. Junior Etou, il prend 12 rebonds, 7 défensifs, 5 offensifs. Mais c'est pas pour autant qu'on va remettre en cause le match de Kamagaté et surtout sa progression qui est vraiment constante. Et ce qui change cette saison, c'est qu'il a une vraie place importante dans l'attaque des Parisiens. Il a une place centrale maintenant. Combien de fois maintenant on le voit sur des systèmes où on l'envoie en haut à alley-oop et le système est dessiné pour lui, quoi. Donc c'est ce qu'il n'y avait pas forcément l'an dernier. Il prenait les miettes au rebond offensif ou ce qu'on pouvait bien lui laisser. Mais maintenant il est vraiment impliqué des deux côtés du terrain et c'est ce qui est très intéressant avec Ismaël. On le voit sur son match, c'est 17 rebonds, 9 offensifs et 8 offensifs. Il a vraiment pas peur aussi d'être confronté à des pivots expérimentés, hein. Ça lui pose aucun problème. Antoine, on va passer à ton joueur. Toi, tu as choisi de te concentrer sur Gauthier Denis, qu'on a vu bien à la peine en demi-finale. C'est une phase finale en demi-teinte pour Gauthier Denis, un quart parfait, 17 points, 3 passes, 3 rebonds, une bonne défense, des shoots vraiment assassins comme il sait les faire. Il a 19 d'évaluation, c'est la deuxième évaluation parisienne sur la rencontre. C'était une voix qui portait un mental, on l'a eu en conférence de presse après, vraiment il avait une vraie motivation sur cette rencontre. On se disait voilà, c'est la force tranquille Gauthier Denis, on sait que quoi qu'il arrive il va rentrer ses shoots, il va bien défendre, et on l'a vu contre Quimper, ça a été complètement l'opposé, beaucoup de frustration, moins de bonnes situations de tir, mais bon, ça c'est un peu global sur les lignes arrière, on en a parlé. On n'est pas habitué de le voir comme ça. Il est à moins 7 d'éval, il a 0 sur 8 au shoot, donc 0 sur 5 à 3 points. C'est un petit peu, on n'est vraiment pas habitué à voir ça chez Gauthier Denis. C'est pour ça que je voulais parler de lui. C'est absolument pas significatif de son niveau, de ce qui va se passer cette saison. Il restera une des pièces primordiales de Prat et au Paris Basketball, mais il fallait quand même le signifier que quand la pression était à son maximum contre Quimper, on n'a pas eu de réponse de lui, et c'est dommage. Je pense que Paris a vraiment eu besoin de lui, comme de Kevin Franceschi, mais surtout de Gauthier Denis. Lilian, je sais pas ce que t'en penses. Moi, je l'ai trouvé. Enfin, c'est peut-être le match contre Quimper, le premier match de Gauthier Denis, où je l'ai vraiment trouvé hors sujet de A à Z. C'est-à-dire que même défensivement, où d'habitude c'est quand même un point où il excelle, j'ai trouvé vraiment la tête dehors. Ouais, oui, c'est clair. Après, franchement, on soulève ce point, c'est parce qu'on attend de Gauthier Denis qui. Il nous montre des choses complètement différentes habituellement. C'est ça, on lui prédit un avenir en JP Elite, donc maintenant nos attentes, comme pour les 3 jeunes, sont augmentées. Après, faut pas lui en tenir rigueur, mais c'est tellement exceptionnel qu'on a voulu en parler, mais on doute pas qu'au prochain match, dès qu'il y en aura un, il saura remonter la pente et notamment mettre des tirs à 3 points. Ouais, moi j'ai choisi de me focaliser sur Dustin Sleva. Personnellement, j'ai trouvé que l'Américain a rayonné sur les 2 matchs qu'il a fait, et il rayonne aussi depuis que Kamagaté aussi s'améliore, prend du grade dans cette équipe et qu'il attire beaucoup plus les défenses sur lui. Tu le disais, les systèmes qui sont dessinés un peu plus pour Kamagaté, je pense que ça aide énormément Dustin Sleva sur son poste 4. Il disait aussi avoir pas mal bossé ses moves cet été, et franchement, ça se voit. Je trouve ce que j'allais dire, ça se voit énormément. Sa capacité à se créer des tirs au poste bas, il a un footwork qui a vraiment step up pour l'année dernière, ce qui était déjà vraiment déjà bien installé, mais je le trouve encore plus fort maintenant. Et aujourd'hui, il y a des situations en attaque où Paris semble vraiment en difficulté pour trouver un tir. Et on donne la balle à l'intérieur, poste bas pour Dustin Sleva, et il peut se créer un tir qui est suffisamment efficace pour rentrer souvent. Pour moi, il fait une plutôt bonne phase finale de Leaders Cup. Contre Denain, il sort un match à 14 points, 3 rebonds et 3 passes.
Contre Quimper, c'est 15 points et 7 rebonds avec, Antoine le disait, un super début de match. Et c'est l'un des seuls à avoir eu un impact côté parisien. Pour moi, ça méritait un focus tout simplement. Pour messieurs, qu'est-ce que vous avez un peu pensé de ces performances ? Est-ce que vous avez un petit mot à rajouter ? Ouais, je suis ravi que tu choisisses Dustin Silva parce que je pense que c'est l'un des joueurs un peu les plus sous-cotés de l'effectif. Enfin, en tout cas, c'est celui dont on a le moins parlé et qui a pourtant un gros impact sur l'équipe. Son rôle a un peu changé cette année. Il est plus maintenant dans un travail à l'intérieur. L'an dernier, il revenait de sa blessure. Il était beaucoup dans le tir à 3 points. Puis il y a des blessures aussi dans l'effectif qui font que il devient aussi. Voilà, et son rôle doit un peu changer parce que voilà, par exemple, Gary Flormont est parti. Il n'y a plus forcément ce point d'ancrage à l'intérieur, donc il le devient et c'est très appréciable. Après, voilà, comme tu le dis, son footwork, franchement, ça doit être un des plus beaux de Pro B parce que moi, à chaque fois, je me dis, il nous sort un nouveau move. Il a un panel assez incroyable et c'est très intéressant parce que c'est dans un style opposé à Kamagaté et en plus, il est très polyvalent. Il peut aussi bien tirer à 3 points, même sur son drive. On sent qu'il est vraiment affûté. Donc, c'est vraiment intéressant et ce qui est intéressant, c'est qu'il forme un joli duo de big avec Kamagaté, mais que Jean-Christophe Prat peut des fois mettre Nobel au poste 4. Et donc, c'est très intéressant. Franchement, Paris peut manager son équipe par rapport à son adversaire. Et pour l'instant, Sleva, peu importe l'adversaire qu'il rencontre, en tout cas, il fait des grosses performances. Antoine, qu'est-ce que tu penses un peu de ces 2 matchs de Sleva, mais plus globalement de son début de saison ? Son début de saison, il est vraiment impressionnant. Il est polyvalent en fait, comme l'a dit Lilian. Maintenant, au-delà de son driving, au-delà de son côté stretch fort, il joue beaucoup à l'intérieur. Je vais le redire, son footwork qui m'impressionne autant que vous, clairement. C'est aussi un joueur qui défensivement prend de l'ampleur et par la voix aussi, on le voit beaucoup discuter, beaucoup parler. On savait que l'année dernière, déjà, il parlait beaucoup avec Kamagaté. Bon, lui était sur le banc puisqu'il était blessé. On lui avait posé la question, on lui avait dit « Est-ce que tu veux parler un petit peu aux jeunes ?» Il dit « Voilà, Kamagaté, it's my guy, je veux parler avec lui, je veux le motiver. » Il a un rôle de second capitaine, en fait, j'ai l'impression, dans cette équipe, pas retirer le brassard à Marassi ou à quiconque. On va dire que c'est le capitaine taiseux, quoi, un peu. C'est ça, plutôt dans les actes. C'est ça, où dès que l'équipe va se prendre un gros run, il va rebooster tout le monde, il va parler avec tout le monde. C'est un ancien, il prend son rôle d'ancien et il écoute Prat. Et Prat, c'est vraiment quoi faire de lui. On sent qu'il y a une vraie alchimie entre les deux dans le travail. Ce que j'allais dire, tu parles d'ancien, c'est un des premiers en fait, joueurs qui est arrivé au club et du coup, ça se voit en fait qu'il est clairement habitué, adapté en fait à cette équipe et il connaît les systèmes par cœur, il est capable de redonner des consignes en défense et ça a pas mal changé en fait par rapport à ce qu'on pouvait en voir sur les 2 premières années. C'était un stretch fort offensif total, il savait qu'il fallait qu'il progresse en défense et il le fait plutôt pas mal. Messieurs, on va terminer cet épisode avec le calendrier à court terme du Paris Basketball. Pour les infos sur la reprise du championnat, on vous donnera toutes les infos sur le site. La décision va tomber sous peu, mais nous, on a décidé de vous parler du match amical déjà qui va se jouer demain après-midi, ce vendredi 27 novembre. C'est un match amical contre le Champagne Basket, un club de Jeep Elite. La rencontre sera à huis clos non retransmise, mais elle va se jouer donc à 16h30. Vous aurez toutes les infos demain soir. Et on va également boucler cette émission sur la fenêtre internationale, car 2 joueurs de l'effectif ont rejoint leur sélection cette semaine. Karim Ezzedine avec le Liban et Evans Ganapamo avec la République centrafricaine. Karim Ezzedine, lui, jouera les qualifications de l'Asia Cup 2021 ce vendredi à 11h contre l'Inde et dimanche à la même heure contre l'Irak. Le Liban, pour le moment, qui est leader de sa poule avec 2 victoires en 2 rencontres, pourrait se qualifier définitivement pour la compétition dès dimanche. Et de son côté, Evans Ganapamo jouera les premiers matchs des qualifications de l'Afro-Basket 2021 contre la République démocratique du Congo et contre Madagascar. Messieurs, c'est ici que va s'achever cet épisode. N'hésitez pas, je vous rappelle, à vous abonner à nos réseaux sociaux, @ParisB-8OnAir sur Twitter, Paris Basketball On Air sur Facebook. Likez, partagez, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus sur YouTube, à noter sur Apple Podcast pour faire découvrir le podcast à d'autres gens. On se retrouve au plus vite pour le prochain épisode. Merci les gars et à la prochaine.